Grand B, les frontières maritimes. Les mers et les océans ont longtemps été considérés comme sans frontières. Mais depuis 1982 et la signature de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay, en Jamaïque, le partage des mers repose sur le droit international. Cette convention codifie le droit de la mer. La première limite, c'est la mer territoriale. Au XVIIIe siècle, ça correspondait à la distance de portée des canons de l'époque. Puis, avec la Convention de Montego Bay, cela a été élargi à 22 km. Au-delà des mers territoriales sont définies de vastes zones nationales où les droits sont plus limités. Sur le plateau continental, on a la zone économique exclusive, ZEE, qui s'étend jusqu'à 370 km du rivage. L'État côtier peut réglementer l'accès et l'exploitation des ressources naturelles. L'ensemble des ZEE représente aujourd'hui 8% de la surface du globe. Au-delà des mers territoriales sont définies de vastes zones nationales où les droits sont plus limités. Sur le plateau continental, on a la zone économique exclusive, ZEE, qui s'étend jusqu'à 370 km du rivage. L'État côtier peut réglementer l'accès et l'exploitation des ressources naturelles. L'ensemble des ZEE représente aujourd'hui 8% de la surface du globe. Au-delà de la ZEE, la haute mer et la zone internationale des fonds marins représentent 65% de la superficie des mers et des océans. Biens communs mondiaux, ils ne peuvent être appropriés ni revendiqués et donc sont sans frontières. Cette carte représente l'ensemble des zones économiques exclusives du monde, donc 8% de la surface du globe, 90% des poissons pêchés dans le monde. Certains États possèdent ainsi d'immenses espaces maritimes. Le territoire maritime de la France, avec 10,2 millions de kilomètres carrés, est au deuxième rang mondial derrière celui des États-Unis. 152 États ont un accès à la mer, c'est-à-dire 78% des États dans le monde. Les autres sont des États enclavés, c'est-à-dire sans accès à la mer à l'intérieur des continents. Cela peut poser des problèmes, comme par exemple la Bolivie qui revendique un accès à la mer à travers le Chili. La Convention de Montego Bay a donc défini les océans comme le patrimoine commun de l'humanité. C'est cette notion donc qui a été introduite en 1982 dans le droit international. Ce dernier, est-il dit dans le deuxième paragraphe, doit être utilisé à des fins pacifiques et dans l'intérêt de l'humanité tout entière, et tout spécialement des pays les moins riches. Donc bel objectif, belle utopie, est à le respecter. Les zones économiques exclusives sont des atouts stratégiques. La France dispose du second domaine maritime le plus vaste du monde derrière les États-Unis et devant l'Australie. Cela confère à la France une position avantageuse pour le contrôle de certaines routes maritimes stratégiques, comme on voit ici, pour le canal du Mozambique, celle-ci empruntée par de gros navires pétroliers. Avec la mondialisation depuis la fin du XXe siècle, le contrôle des océans est un enjeu de plus en plus important. On y trouve, comme ici en mer de Chine méridionale, des hydrocarbures dans des gisements énergétiques offshore, c'est-à-dire se déroulant en pleine mer, sur le plateau continental, des ressources halieutiques, c'est-à-dire la pêche, des ressources minérales comme les nodules polymétalliques. Les litiges, les conflits augmentent avec le découpage des espaces maritimes. 70% des frontières maritimes ne sont pas stables ou définies. Il y a donc ce que l'on appelle des contentieux frontaliers qui peuvent être portés devant la Cour internationale de justice ou le Tribunal international du droit de la mer, sous l'égide de l'ONU. Les litiges sont nombreux. En Europe, en mer Égée, entre la Grèce et la Turquie par exemple, en Arctique, qui devient un enjeu très important avec le réchauffement climatique et la fonte des glaces, et en mer de Chine, comme on le voit ici. La Convention de Montego Bay a aussi défini l'espace aérien, entre l'espace aérien contrôlé, l'espace aérien national et un espace extra-atmosphérique de libre circulation.
ce qui est donc important pour la circulation des avions, mais aussi maintenant les satellites. On a donc une militarisation croissante des espaces maritimes et aériens. Depuis le début du XXIe siècle, les États émergents, Chine et Brésil, ont renforcé leur marine de guerre. Les États-Unis sont de loin la première puissance navale mondiale. Le découpage des mers et des océans s'accompagne d'une véritable course à l'armement naval. La piraterie moderne est au cœur des grands enjeux géopolitiques. Certains détroits de Malacca, mer de Chine, sont des espaces difficiles à surveiller et favorisent les activités de piraterie, d'autant plus qu'il y a un contraste entre des navires qui transportent des marchandises vers les pays riches et les pays pauvres qui longent, comme par exemple dans la Corne de l'Afrique. Grand C, les frontières sont donc l'objet d'enjeux identitaires et nationalistes. Un exemple typique, c'est les espaces frontaliers entre les États-Unis et le Mexique. Dans cet espace qu'on appelle aussi la Mex-Amérique, on a à la fois une frontière ouverte pour les marchandises dans le cadre de l'accord de libre-échange entre Mexique et États-Unis, et pour les personnes qui ont un visa, et puis une frontière fermée, matérialisée par le mur. Cette frontière s'inscrit dans l'espace géographique. On voit à gauche les États-Unis, à droite la ville de Tijuana au Mexique. Cependant, malgré le mur, c'est un espace transfrontalier puisque les États-Unis ont installé des maquiladoras, c'est-à-dire des usines à Tijuana au Mexique, avec une main-d'œuvre mexicaine, mais des investissements états-uniens. Cette frontière est devenue, plus particulièrement depuis l'élection de Donald Trump, un enjeu nationaliste. Et les artistes et une bonne partie des Américains protestent contre cette conception d'un pays avec des frontières fermées. Ici, par exemple, l'artiste JR qui peint un enfant géant mexicain en septembre 2017. Là, d'autres artistes qui ont installé des balançoires de part et d'autre du mur de façon à symboliser les aspects communs entre les Mexicains et les États-Uniens. On peut terminer aussi avec l'exemple de la remise en cause des frontières par la Russie, avec l'annexion de la Crimée en 2014, et le pont entre la Russie et la Crimée devient ici un symbole de l'annexion, de l'appropriation d'un territoire. En conclusion, on peut se dire que, certes, la définition des États-nations à partir du XIXe siècle a fait le bonheur des minorités nationales, des populations qui ont ainsi obtenu satisfaction de leurs revendications. Cependant, en même temps, ça s'est accompagné de l'élaboration de frontières précises, fixes, au contraire de ce qui existait sous l'Ancien Régime, où elles étaient plus floues, où il y avait d'autres frontières tout aussi importantes, par exemple à l'entrée des villes. Et l'envers donc de ces frontières, c'est les tensions, les conflits à cause de ces lignes, comme l'écrit Georges Perec. Donc est-ce que les frontières font le bonheur ou le malheur des peuples ? C'est ce qu'on peut se poser comme question aujourd'hui.